Bonjour, bienvenue sur la chaîne ML Academy. ML Academy n'est pas seulement une chaîne dédiée à la data science moderne, au machine learning, à l'intelligence artificielle, au ML, aux technologies qui façonnent les métiers du domaine. Non. ML Academy est aussi une plateforme dédiée à l'apprentissage de la data science, du machine learning et de l'intelligence artificielle qui est centrée sur la pratique, les projets et la préparation au monde professionnel. C'est pour cela que j'ai construit le programme Road to Data Science Moderne, qui est un programme intensif de 90 jours, conçu en général 3 mois, conçu pour vous accompagner de zéro jusqu'au déploiement, de zéro jusqu'à Data Scientist Model. Alors, l'objectif n'est pas seulement de vous accompagner, de vous donner une formation de façon théorique qui vous permet de connaître les bases, qui vous permettre de connaître seulement de la théorie et pas de la pratique, et pas de passer à la pratique. Non. Nous allons essayer en 90 jours, plus précisément en 3 mois, de travailler sur des projets réels, de déployer, parce que dans la plupart des cas, les modèles que nous déployons au quotidien dans les notebooks, etc., ne vont jamais en production. Nous ne voyons jamais le jour, ces modèles ne voient jamais le jour. Et puis, voilà, on se demande, mais pourquoi? Alors, lors d'un entretien, on vous pose la question de savoir est-ce que vous avez déjà déployé un modèle de machine learning? Est-ce que vous avez déjà déployé un modèle d'IA? Vous êtes incapable, nous en sommes incapables. Ça m'est arrivé moi aussi, incapable de pouvoir répondre à cette question. Alors, c'est pour cela que j'ai construit Road Data Scientific Model, un programme intensif qui va vous permettre ensemble, nous allons apprendre, nous allons progresser, nous allons construire un portfolio personnel qui vous permet de pouvoir montrer quelque chose lors de vos entretiens. Alors, très rapidement, pour les dernières vidéos passées, j'ai déjà passé près de 3 vidéos où vous allez apprendre sur euh, comment configurer un environnement virtuel de travail, comment travailler sur votre environnement pour pouvoir mettre au propre votre environnement de travail, comment il faut utiliser les outils comme Git et GitHub pour pouvoir versionner, pour pouvoir suivre l'historique de vos travaux, etc. De vos travaux, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de Linux et Bash. Alors, c'est quoi Linux et Bash? Donc, on va se poser la question de savoir c'est quoi Linux et Bash. Alors, Linux et Bash, d'abord, Linux, c'est pour dire quoi? C'est Linux, en général, c'est un système d'exploitation qui est installé sur différentes machines. C'est comme Windows. Linux, c'est comme Windows aussi. C'est un système d'exploitation qui peut être installé sur n'importe quelle machine et dont la capacité, et dont cette machine a la capacité de pouvoir supporter ce système d'exploitation. Et Bash, c'est quoi? Bash, c'est en quelque sorte une invite de commande. Alors, je prends par exemple si je vais parler en termes, si je dirais en termes très simples, je dirais que Batch, c'est juste un outil graphique qui vous permet de pouvoir créer, de pouvoir modifier un fichier, de pouvoir faire tout ce que vous voulez directement dans un même endroit, au même endroit. Alors, donc, pour ne pas trop tarder, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet de Batch. Mais avant d'y aller, on va essayer de chercher sur Google ce que c'est que Batch. On est d'accord? On va essayer de chercher sur Google ce que c'est que Batch. C'est quoi, c'est quoi le Batch et le shell? Le Batch et le shell. On va voir ce que Google dit. Alors, on va rapidement ce que Google dit. Alors, un shell est un programme qui sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et le système d'exploitation, bien sûr. Et notre système d'exploitation ici, c'est bien Linux. Et tandis que Batch est un type précis de shell très populaire. Alors, il dit, le shell, c'est une interface de commande, bien sûr, qui permet de dialoguer avec le cœur, c'est-à-dire le noyau de l'ordinateur en tapant du test. Il y a plusieurs types de batch, bien sûr. Alors, le batch, il y a plusieurs types de shell plutôt. Le batch, plus par contre, désigne un modèle de shell bien précis. C'est le plus répandu et celui utilisé par défaut sur la plupart des machines, sur la plupart des systèmes comme Linux et macOS. Voilà. Donc, pour faire une différence très claire,
il dit directement que shell est un terme général comme une voiture, alors que batch est une marque ou un type particulier de programme, comme on Renault par exemple. Alors, donc, vous pouvez directement voir que batch, ce n'est qu'un modèle de shell. Alors, un shell, c'est une interface de commande, c'est exactement ce que je disais, c'est une interface de commande qui vous permet de pouvoir écrire, de pouvoir modifier et de pouvoir entrer dans le cœur du système. Alors, le batch ou bien le shell est ce que c'est un outil, c'est une interface de commande que les hommes de la cybersécurité utilisent beaucoup plus pour pouvoir entrer en contact direct avec le système. Entrer en contact direct avec le système, entrer en contact direct avec différentes adresses, pays, etc. pour pouvoir attaquer le système, déverrouiller le système ou bien manipuler de loin tout ce qui est relié au système ou bien à la machine en général, que ce soit des machines virtuelles ou non, des VMS ou non. Alors, donc, pour aller rapidement, voilà, c'est ce que c'est. Donc, je parlais tout à l'heure de Linux. Et Linux, c'est un système d'exploitation, bien sûr, qui est installé comme Windows sur votre ordinateur. Et donc, pour ceux qui ont envie d'installer Linux, Linux, c'est le système d'exploitation en général. Mais dans ce Linux, dans le système d'exploitation Linux, il y a plusieurs dérivés de Linux. Et donc, nous allons voir qu'il y a des Linux Mint, ouais, il y a des Linux, il y a des systèmes d'exploitation comme Linux Mint, il y a Ubuntu, il y a Debian, il y a, euh, il y a plusieurs systèmes d'exploitation. Alors, on peut voir directement les différents systèmes, les différents systèmes. On va essayer de voir les différents systèmes de Linux. D'accord? Vous allez voir directement qu'il y a plusieurs systèmes. Alors, donc, les systèmes d'exploitation basés sur Linux s'appellent en quelque sorte des distributions. C'est ce que vous avez parlé tout à l'heure de dérivés. Alors, donc, vous pouvez avoir les trois familles. Les trois grandes familles sont, nous avons Debian, nous avons Red Hat, nous avons Arch Linux, qui se basent qui se base sur la plupart des autres systèmes. Donc, la famille Debian, c'est justement la famille Debian, c'est celle qui utilise Ubuntu, bien sûr, pour pouvoir, parce que c'est une version grande et publique qui est la plus populaire. Et Linux Mint propose aussi une interface très facile pour les débutants. Ceux qui viennent de commencer, par exemple, par utiliser Linux et que vous voulez entrer directement dans le sujet, vous pouvez installer directement Linux Mint. Non seulement elle est plus compacte avec toutes les machines à utiliser, mais aussi ça vous permet de pouvoir faire la prise de main. Donc, pour ceux qui veulent s'installer sur Linux, pour ceux qui veulent utiliser Linux et avoir une bonne expérience, je vous recommande plutôt de commencer directement avec Linux Mint et plus tard, vous pouvez directement désinstaller et installer n'importe quel système d'exploitation. Il y a aussi dans Arch Linux, vous allez voir aussi, il y a un système d'exploitation beaucoup plus apprécié par les cybersécuristes qui est Kali Linux. Donc, ils utilisent beaucoup plus. Donc, si vous êtes passionné de la cybersécurité, c'est que Kali Linux est un bon système d'exploitation que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors, donc, on va maintenant entrer dans le vif du sujet pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut entrer dans le cœur du système d'exploitation pour pouvoir attaquer quelque chose ou bien pour pouvoir faire des manipulations. Alors, donc, très rapidement, moi, je vais ouvrir directement mon terminal. Alors, mon terminal, c'est bien sûr le shell en question. Alors, j'ouvre mon terminal. La première des choses que je vois dans mon terminal, c'est quoi? Vous allez voir dans votre système, quand vous ouvrez directement votre terminal, que ce soit sur Windows ou bien sur Linux, n'importe quel système de Linux, quand vous essayez, après avoir installé le système d'exploitation, vous allez voir qu'au début, quand vous ouvrez le terminal directement, vous voyez le nom de système. Alors ici, moi, j'ai renommé le nom de mon système Doneric. C'est pour cela que vous voyez que le nom de mon système et le nom de mon ordinateur est bien sûr le nom d'utilisateur ici, c'est bien sûr Doneric. Ouais, le nom du système, je l'ai changé. Normalement, ça devrait être Ubuntu, mais je l'ai changé directement ou bien Debian, mais je l'ai changé bien sûr en Doneric. Alors, la première des choses, la première commande qu'il faut utiliser, c'est la première commande qu'il faut utiliser, c'est savoir qui vous êtes. Quand vous êtes directement dans un shell, dans un shell, bien sûr, dans une interface graphique, dans une envie de commande,
La première commande que vous tapez quand vous êtes en face directement en contact, c'est who am I? C'est-à-dire pour demander qui je suis. Voilà, il vous dit directement que vous êtes Donéric. Alors, donc, moi, c'est bien sûr Eric, Donéric. Voilà. Alors, on va se demander, mais comment est-ce que je peux créer un fichier à partir d'un terminal? Mais avant d'aller là, j'ai un guide qui va vous permettre de pouvoir, alors pour naviguer dans un système. Alors donc, ici, vous pouvez voir les commandes qui vous aident beaucoup plus quand vous naviguez dans un système. Alors, nous avons en première position la commande CD. Et la commande CD, c'est une commande, en termes de définition, ça fait change directory. Donc, changer de direction. Donc, ça vous permet de naviguer entre les dossiers, de naviguer entre les dossiers. Alors, vous pouvez choisir d'entrer dans n'importe quel dossier. Et donc, pour le faire, nous allons passer directement. Alors, supposons que j'ai créé, et par exemple, un dossier. On va ouvrir le dossier là, par exemple. J'ouvre ce dossier. D'accord? Alors, supposons que je veux ouvrir, je veux me mettre dans ce dossier, je veux naviguer dans le dossier Axe Benin, par exemple. D'accord? Je veux naviguer dans le dossier Axe Benin. On est là. Pour naviguer dans le dossier Axe Benin, qu'est-ce que je fais? J'utilise la commande CD Axe Benin. Et c'est fini. Et là, je suis directement dans le cœur du sujet, dans le cœur de ce dossier ou bien oui, de ce directory en question. Alors, je peux choisir, bien sûr, de quitter encore ce dossier. Et pour quitter ce dossier, bien sûr, il suffit d'utiliser la commande CD toujours pour pouvoir quitter le dossier. Et là, je quitte le dossier pour entrer maintenant dans le dossier principal du système. C'est-à-dire, je suis à la home. Et donc, quand vous essayez de faire ls, vous allez voir tous les systèmes et tous les dossiers qui se trouvent directement euh, à la racine de votre système sont affichés directement là. Alors, donc, on vient, la première des choses, c'est la commande cd actbenin qui vous permet de naviguer dans les systèmes. Cd actbenin. Alors, imaginez par exemple que dans Axbenin, il y a autre dossier encore. Alors, donc, on va faire. Et pour voir quels sont les dossiers ou bien quels sont les éléments importants qui se trouvent dans Axbenin, par exemple, vous allez utiliser la commande ls. La commande ls, c'est pour dire que liste-moi tous les dossiers ou bien tous les éléments qui se trouvent dans ce dossier en question. C'est-à-dire dans le dossier ls. Donc, quand je vais ls, vous allez voir, j'ai le fichier readmin. Alors, donc, je vais essayer d'agrandir un peu l'écran. Voilà. J'ai le dossier readmin. On est d'accord? J'ai le dossier Benin Hack Pro. D'accord? J'ai le dossier data, j'ai le M, j'ai le log, j'ai le fichier requirement.txt, j'ai le dossier test, etc. Ouais. Alors, donc, je décide par exemple de naviguer dans le dossier Benin Rack Pro. Je décide par exemple de naviguer dans le dossier Benin Rack Pro. Et pour naviguer dans le dossier Benin Rack Pro, j'utilise la même commande. J'utilise la commande CD Benin Rack Pro. Et là, je suis à l'intérieur maintenant de Benin Rack Pro. Et si j'ai envie de créer un fichier, je peux créer ce fichier. Si j'ai envie de supprimer quelque chose, je peux aussi supprimer quelque chose. Alors, j'ai tout à l'heure utilisé la commande ls pour pouvoir lister tous les fichiers qui se trouvent. Mais cette commande, c'est une commande incomplète, je dirais. Ouais, c'est une commande incomplète. Pourquoi je dirais que c'est une incomplète? Parce que ça n'affiche pas directement tous les fichiers cachés ou bien tous les éléments cachés dans votre système. Et donc, pour pouvoir savoir quels sont tous les éléments cachés dans votre système, donc je fais cd. Alors, le cd. C'est pour dire que reviens d'un pas en arrière. CD. C'est que revient d'un pas en arrière. Donc, ce qui veut dire qu'il va quitter le dossier. Je quitte maintenant le dossier Benin pour revenir dans le dossier Axe Benin. Ouais, d'accord. Donc, quand je fais ça, je reviens directement dans le dossier Axe Benin. Alors, je suis maintenant au plein cœur du dossier Axe Benin. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de vérifier tous les fichiers cachés, tous les dossiers cachés qui se trouvent dans Axe Benin. Et pour le faire, nous avons deux commandes. Soit vous utilisez la commande ls-la et puis ça vous liste tous les fichiers cachés. Je dis bien tous les fichiers cachés. Alors, ls-la vous liste tous les fichiers cachés dans votre système. Alors, nous avons au total 60 fichiers. Et donc, nous avons ceci, les fichiers qui ne servent pratiquement. Ce sont des fichiers cachés qu'on ne voit pas. Vous avez les fichiers .env. Et quand vous voyez, normalement, quand j'avais fait un ls, il n'y avait pas les fichiers .env qui étaient affichés.
Ouais. Alors, donc, vous avez les fichiers .inf.example, là, les fichiers cachés. Ce sont des dossiers, en fait. Et .git, les .git ignore, .vs code, etc. Et les autres fichiers. Donc, il y a une deuxième commande aussi, la commande et tiret A. Ah, ok, c'est tiret A. Voilà. Alors, ça me permet aussi de lister les fichiers cachés, bien sûr. Ouais. Alors, donc, les premières commandes que vous devez maîtriser, ce sont les commandes CD pour changer de direction, les commandes ls pour pouvoir lister les fichiers cachés, ou bien les commandes ls et puis les commandes ls-la, ou bien ls-a pour pouvoir lister les fichiers cachés dans votre dossier de navigation, dans votre navigateur, etc. Alors, je suppose par exemple que je viens de naviguer dans des dossiers. Supposons par exemple que je n'ai aucun dossier sur mon système. Je n'ai aucun dossier à la racine de mon système. On est d'accord? Je n'ai aucun dossier à la racine de mon système. Donc, je suis clean. D'accord? Comment faire maintenant pour créer un dossier à la racine de son système? Comment faire pour pouvoir créer un dossier à la racine de son système? Et donc, pour pouvoir créer un dossier à la racine de son système, c'est très simple. Il faut utiliser une seule commande, la commande mkdir. Alors, mkdir, c'est pour dire make directory. Make directory, c'est-à-dire crée-moi ce fichier. Crée-moi ce dossier. Crée-moi ce dossier. Alors, donc, mkdir vous permet, est une commande Linux qui vous permet, que ce soit sur Windows ou bien sur Linux, ça marche. Donc, mkdir vous permet de pouvoir créer un dossier que vous soyez dans votre système et à la racine de votre système ou bien dans un autre dossier. On est d'accord? Dans un autre dossier, mkdir, dans tous les cas, vous permet de pouvoir créer un fichier, un dossier à la racine de votre, un dossier en général. Donc, mkdir, et puis je tape le nom de mon dossier en question. Alors, je suppose que le nom de mon dossier, je vais mettre quoi par exemple? Je vais mettre Linux. On est d'accord? Je mets Linux. Alors donc, il y a mkdir Linux. Je vais voir maintenant, est-ce que le dossier Linux est bien sûr à la racine, est bien sûr créé. Alors donc, je fais ls. Et donc, on va voir si Linux est bien là. Voilà. Le dossier Linux est bien à l'intérieur. On est d'accord? Donc, on peut essayer maintenant de voir. Je vais taper ls Linux. Voilà. Ouais, ls Linux. Quand je tape ls Linux, c'est pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur de Linux. Non, il n'y a rien dedans. Donc, ce qui veut dire que je n'ai encore rien créé dans ce dossier. Le dossier est encore vide. D'accord? Donc, on peut voir, je peux aller directement dans le dossier Linux. Voilà. Vous pouvez voir, il y a 0 élément. Le dossier est bien créé à la racine du dossier. 0 élément. Alors, on est d'accord. Donc, on vient de voir les commandes, la commande cd, la commande ls, la commande ls-la ou bien la commande ls-a. Et nous avons vu maintenant la commande bien sûr mkdir qui vous permet de créer un dossier. Donc mkdir est le nom du dossier. Donc vous avez la commande générale, c'est mkdir, le nom du dossier. Donc quand je fais ça, j'entre directement, vous allez voir que je fais ls-la. Vous allez voir bien sûr que le nom du dossier se trouve bien sûr là. Alors, je vais supprimer le nom de dossier, ce dossier que j'ai créé là. Nom de dossier là, je vais supprimer. Et donc, pour supprimer un dossier, il suffit d'utiliser seulement la commande rm. La commande rm. Rm, c'est pour dire remove. La commande rm. Remove nom de dossier. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que impossible de supprimer nom de dossier, nom dossier slash est un dossier. Impossible de parce que c'est un dossier. Donc, il faut utiliser une sous-commande pour pouvoir le supprimer. Alors, pas une sous-commande, mais un attribut en plus. rm-rf. C'est-à-dire pour dire remove, faire référence à ce dossier-là. RF, c'est pour dire faire référence. Donc, RM-RF, le nom dossier. Donc, je tape le nom dossier et paf, c'est fini. Donc, quand je fais ls encore -la, je vois que le nom du dossier ne se trouve plus à la racine. Ça ne se trouve plus
dans mes dossiers ou bien dans mon système. Alors, donc, vous pouvez voir. Alors, donc, on vient de créer, de supprimer un dossier. On vient de créer, de supprimer un dossier. Ah, bien sûr, il y a encore le dossier Linux qui se trouve là. Donc, je vais naviguer au cœur du système Linux maintenant. Et donc, pour naviguer au cœur du système Linux, on a parlé tout à l'heure de la commande CD qui nous permet de naviguer au plein cœur du système Linux. Alors, je suis dans le dossier Linux. LS. Les premières commandes qu'il faut effectuer, c'est ls qu'il faut taper directement pour voir s'il y a quelque chose. C'est ls-là. Rien que des fichiers cachés, etc. Ouais. Alors, on a créé un dossier, bien sûr. Mais est-ce que je vais regarder ce dossier-là seulement? Il faut bien sûr qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de ce dossier. Alors, on suppose par exemple qu'on me donne un projet d'exécution. On est d'accord? Un projet qui me permet d'afficher. Je viens de commencer la formation en Python, par exemple. On me demande d'écrire un code en Python, d'accord? Un code en Python ou bien un programme Python qui permet d'afficher mon nom, prénom, l'âge et de calculer euh, l'âge que j'aurai dans. euh, bon, j'en reste là. On est d'accord? Ce programme va permettre d'afficher mon nom, prénom et puis mon âge. Nom, prénom et mon âge. Donc, en gros, ce programme va permettre de dire, je suis Eric Koulodi, euh, j'ai 23 ans et puis je suis data scientist, ingénieur machine learning. Alors, je ne suis pas encore en contact, par exemple, des logiciels, des éditeurs de code, par exemple Anti-Gravity ou bien Linux ou bien VS Code ou bien PyCharm ou bien Jupyter Notebook, dont j'ai parlé dans les premiers jours de vidéos que j'ai effectuées, que j'ai faites. Et donc, je vais créer, mais je maîtrise quand même les commandes. Comment je vais faire maintenant pour créer ce fichier à la racine? Et je sais bien sûr, dans ce dossier-là, et je sais bien sûr que pour créer, pour écrire un fichier, écrire un programme, l'extension, bien sûr, c'est le fichier, le point .py. D'accord, l'extension, c'est point .py. Alors, je n'ai qu'une seule chose à faire. La commande qui me permet de pouvoir créer un fichier dans un dossier ou bien n'importe où, c'est la commande touch. La commande touch. Alors, quand je mets la commande touch, je mets le nom du fichier. Alors, le nom du fichier, qu'est-ce que je vais mettre par exemple je mets le fichier, je mets quel nom je mets quel nom par exemple qu'est-ce que je vais mettre Linux. Non, je mets end.py. On est d'accord? Indeed.py. Alors, je mets indeed.py. On est d'accord? J'ai mis indeed.py. Donc, je vais voir si indeed.py est bien créé dans mon dossier. Vous pouvez voir directement indeed.py est bien créé. J'ai créé un dossier, un fichier indeed.py. Je peux créer un autre dossier, un autre fichier dedans. Maintenant.py. Alors, je peux choisir de créer plusieurs fichiers. On est d'accord? Je peux choisir de créer plusieurs fichiers dans ce même dossier-là. Je peux choisir de créer plusieurs fichiers. Alors, je vais créer create.py. Je peux mettre aussi shell.py. Je peux mettre aussi pro.py, etc. Ou bien, quoi par exemple, diaton.txt, on est d'accord? N'importe quelle extension de fichier que vous voulez créer, créez n'importe quel fichier directement. Et puis, les fichiers sont directement créés dans votre dossier. Quand je fais un ls-là, vous pouvez voir directement que les fichiers sont bien sûr créés dans mon dossier. D'accord, j'ai créé .py et qui se range en ordre bien sûr, delton.txt, etc. Alors, on a créé un fichier. On a vu aussi comment il faut créer plusieurs fichiers si on a le choix de pouvoir créer plusieurs fichiers. On va voir maintenant comment, on va voir maintenant comment il faut naviguer dans un fichier pour écrire dedans. D'accord? On va voir comment je peux me mettre dans un fichier et écrire dans ce fichier-là. Alors, avant de le faire, bien sûr, d'accord. Avant de le faire, j'espère que vous me suivez très bien. Avant de le faire, et on peut continuer. Avant de le faire,
j'ai une commande importante que je dois vous montrer. Je reviens toujours sur la commande mkdir. Alors donc, mkdir, c'est pour créer un dossier, bien sûr. mkdir, c'est pour créer un fichier. Alors, bien sûr, avec mkdir, vous pouvez créer plusieurs dossiers à la fois, dans un même dossier. mkdir, je suis à la racine, je peux créer, par exemple, le dossier bash, je peux créer, par exemple, le dossier commande, etc. Je crée n'importe quel fichier dessus. Je mets ls, vous voyez, il y a le fichier, le dossier batch, dossier commande, il y a le fichier create.py. Et donc, on va voir, est-ce qu'il faut utiliser ls-la dans les mêmes cas, dans tous les cas? Est-ce que quand il s'agit d'un dossier, je dois mettre ls-là? Est-ce qu'il s'agit d'un fichier aussi, je dois voir ce qui se trouve à l'intérieur de create.py? Je dois aussi mettre ls. Donc, on va voir ls-la create. On est d'accord? Create.py. Ouais, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a rien dans ce dossier-là. Il n'y a rien dedans. On est d'accord? Il n'y a rien dedans. Alors, ls-la, on va voir batch. Ouais, il y a deux fichiers dedans. Ce sont uniquement des fichiers cachés parce que ces fichiers sont totalement vides. Alors, on a créé des fichiers, on a fait tout ça. On va essayer maintenant de voir comment je peux ouvrir le fichier create.py ou bien le fichier main.py et écrire dans ce fichier-là. Alors, pour le faire, il faut utiliser une commande magique, la commande nano. Alors, je mets nano, j'ouvre le fichier, je mets le nom du fichier main.py directement. Alors, j'ai ouvert directement le fichier main.py. D'accord? Le fichier main.py maintenant, je peux écrire n'importe quoi dedans. Alors, pour écrire, je vais écrire bien sûr ma commande. Je vais écrire bien sûr mon code Python, bien sûr, comme on m'a demandé. Nom, prénom, profession et âge. On est d'accord? Alors, donc, pour le faire, d'abord, je vais mettre quelques librairies. Ce n'est pas vraiment important pour le moment. Donc, je vais mettre une porte login aussi. Et aussi, ici, je vais mettre login. Ça, c'est le login. Le login, c'est bien sûr pour pouvoir afficher des logs. D'accord. Logique, login, basic, compile. Ou bien je vais mettre seulement login. Bon, je laisse. On laisse tomber pour ne pas trop oublier. Alors, donc je vais afficher d'abord mon nom. Et pour afficher mon nom, je vais mettre, comme mon nom est une chaîne de caractères, donc je mets str. Oui, je mets str. Je vais demander bien sûr à l'utilisateur d'entrer son nom. Entrez votre nom. On est d'accord. Entrez votre nom. Je mets 2 points. Et puis après ça, je vais lui demander d'entrer son prénom. Je vais mettre prénom égal à, c'est toujours une chaîne de caractères. Je mets input. Entrez votre prénom. On est d'accord. Alors, je vais lui demander maintenant sa profession. 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 Comme la profession est une chaîne de caractères aussi, on va mettre toujours str. Alors, il n'est pas vraiment important de mettre str, mais sauf que quand c'est une chaîne de caractères, c'est-à-dire des lettres qu'on doit écrire, il faut spécifier chaque chose. Parce que c'est en Python, si vous êtes en train de programmer, de coder, et vous allez plus loin, on doit vous enseigner, je vous montrerai les bonnes manières pour pouvoir écrire du code. Alors, donc, je mets ici, entrez votre profession. D'accord? Entrez votre profession. Je mets aussi 2 points. Et après, je vais demander l'âge. Âge égal. L'âge, c'est un entier. D'accord? L'âge est un entier. Donc, je vais mettre entier. Sorry. Je vais mettre un entier. L'âge est un entier. Donc, je mets input. D'accord? Input. Entrez votre âge. Entrez votre âge.
deux points. Alors, donc, j'ai fini de déclarer les variables parce que tout ce que je viens de faire là, ce sont des déclarations de variables. Nom, name, c'est une déclaration de variable. Prénom, c'est une déclaration de variable. Profession aussi, c'est une déclaration de variable. L'âge aussi est une déclaration de variable. Donc maintenant, il faut maintenant la phrase ou bien le code maintenant, la ligne de code maintenant qui permet d'afficher tout ça directement. Alors donc pour afficher tout ça, je vais mettre point et print. La commande pour afficher, c'est print, bien sûr, print fprint. Moi, je vais bien sûr utiliser le fprint. Je suis, ou bien je mets d'abord bonjour, bonjour, point d'exclamation, je suis en parenthèse. Je mets d'abord le prénom, d'accord? Je mets le prénom, je mets le nom, d'accord? Je suis Eric Donna, Eric Koulodji, virgule, data, je vais mettre la profession maintenant, profession, d'accord? Profession, et et j'ai maintenant, ou bien, et je suis âgé de, et je mets mon âge. D'accord. Je mets mon âge. Voilà. Tout ça est bien parti. Alors, je viens de créer un fichier main.py. D'accord, j'ai créé le fichier main.py, j'ai écrit dedans tout et tout. Et puis maintenant, j'ai écrit mon programme qui permet d'afficher mon nom, prénom et la profession et puis l'âge. Alors, qu'est-ce que je vais faire en retour maintenant? Il faut sauvegarder ce fichier-là parce que ce n'est pas encore sauvegardé. Donc, pour sauvegarder ce fichier, il suffit de faire CTRL S. Vous utilisez le raccourci CTRL S. Donc, il me dit directement que 10 lignes a été créée, a été écrite, bien sûr. Alors, j'ai créé le fichier main.py, j'ai écrit mon code, mon programme dedans, bien sûr. Maintenant, je l'ai enregistré. CTRL S, c'est pour enregistrer. Maintenant, vous allez quitter ce terminal-là pour revenir dans votre terminal. Parce que ceci, c'est comme étant un GNU Nano qui vous permet d'écrire des textes et d'écrire n'importe quoi dedans. En fait. Alors donc, pour quitter maintenant cet environnement, cet espace-là, pour revenir à notre espace de départ, il faut faire CTRL S d'abord pour enregistrer tout ce que vous avez écrit et après vous allez faire CTRL IS pour quitter. Voilà. Alors donc, on a créé le fichier, on a ouvert le fichier nano avec le fichier main.py, on a écrit dedans avec la commande nano main.py. D'accord? Maintenant, je vais essayer de vérifier qu'est-ce qui se trouve dans le fichier maintenant. Donc, je fais ls d'abord. Je suis toujours là. Donc, j'ai le fichier main.py. D'accord? Donc, je vais faire -ls-la main.py. Voilà. Donc, il pourra me dire que ce fichier a été créé, a été recréé à 10h02. D'accord. Ce fichier a été bien recréé à 10h02. Alors donc, je vais essayer maintenant d'exécuter ce fichier-là pour voir est-ce que la commande, ce que j'ai écrit à l'intérieur est juste. Alors bien sûr, je vais utiliser très rapidement la commande. Je vais voir si la commande uv run main.py. Alors, voilà, ça marche. Alors, on va parler de, j'ai parlé de UV dans le jour 2 qui parle de l'environnement de travail. Donc, vous pouvez aller bien sûr regarder la vidéo qui parle d'environnement de travail le jour 2 sur 90 et ça va vous permettre d'entrer en contact directement avec le paquet UV qui permet non seulement d'installer de mettre au propre votre environnement virtuel, mais de suivre une trace historique de vos travaux, mais aussi de pouvoir construire des paquets, des librairies et même d'exécuter des fichiers ou bien d'installer n'importe quelle dépendance dans votre système, dans votre environnement de travail dessus. Alors donc, on vient de le faire. Je vais maintenant entrer mon nom. Je vais mettre Koulodji. D'accord? Je vais mettre mon prénom. Donc, mon prénom c'est Donna Eric. Donna Eric. Je vais mettre ma profession. Je vais mettre ML Engineer, tout simplement. Je vais mettre ML Engineer. Et mon âge, 23 ans. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Que bonjour, je suis tant. Erreur à la ligne.
name non is not defined. Ah, ok. Non is not defined. Ah, ok, ce n'est pas non. La variable n'est pas non, c'est bien sûr name. Donc, je vais rouvrir le fichier. Je vais rouvrir le fichier nano et je vais mettre name. C'est une erreur de frappe ici. Donc, je mets ici. Et pour le faire, pour modifier simplement le fichier, il faut utiliser ceci. Je mets name là. J'enregistre, je quitte et puis je réexécute. Non, je mets du bon. D'accord, je mets du bon. Je mets prénom, je mets Diallo. Ok, progression, ça marche. Bon, c'est pas grave. Ah, je mets 23. Alors, donc, je suis Diallo Dupo. La progression, comme j'ai tapé directement entrée, j'ai appuyé sur entrée directement, ça n'a pas marché. Comme c'est une chaîne de caractères, donc il considère directement que c'est une chaîne de caractères. Et je suis âgé de 23. Voilà. On peut modifier bien sûr le code pour mettre je suis âgé de 23 ans. Et je suis âgé de 23 ans. Donc, on va modifier le code rapidement pour mettre je suis âgé de 23 ans. Je suis âgé de 23 ans. Donc, voilà. Je fais un contrôle S, un contrôle S, contrôle IS. On revient, on tape. Non, c'est Jean, Janotte. Prénom, je mets quelque chose tout simplement. Hein. Profession, physicien. D'accord? Physicien. Et âge 12 ans. Voilà, je suis voilà. Donc, ce que vous devez comprendre là, c'est que le shell et le batch sont des éléments importants que vous devez maîtriser quand vous travaillez en data science, en machine learning ingénieur, parce que vous aurez à faire directement avec un environnement virtuel, par exemple. Et pas un environnement virtuel, mais un virtuel, une machine virtuelle, voilà. Une machine virtuelle où vous serez obligé de naviguer dans les lignes de commande pour pouvoir exécuter un fichier ou bien pour pouvoir modifier quoi que ce soit. D'accord? Pour pouvoir modifier quoi que ce soit. Alors, donc, la commande nano nous permet d'ouvrir un fichier. La commande uv run main.py nous permet d'exécuter un fichier. Nous avons aussi la commande touch qui nous permet de créer un fichier à l'intérieur. D'accord? Qui nous permet de créer un fichier. Et donc, pour supprimer, par exemple, un fichier, avant, nous avons vu comment la commande rm-rf, c'est-à-dire remove reference, le nom du dossier pour pouvoir supprimer le dossier. Et donc, ici, maintenant, pour pouvoir supprimer un fichier, il suffit d'utiliser la commande rm seulement. La commande rm, je vais supprimer le fichier dialton.txt. On est d'accord? Je supprime le fichier dialton.txt. Ouais. Alors, donc, j'ai supprimé le fichier dialton.txt avec la commande rm. C'est toujours la même chose. Sauf que au niveau des dossiers, il faut faire référence au dossier d'abord. Alors, donc, tout ça, c'est bien. Maintenant, on va passer maintenant à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est de voir maintenant comment est-ce que je peux copier un dossier, un fichier, tout ce qui se trouve dans un fichier. Et donc, pour le faire, il faut utiliser la commande cat. Cat, ce n'est pas pour dire chat, mais c'est pour dire, bien sûr, qu'il faut copier le fichier. Donc, main.py. Voyez, quand vous mettez directement la commande cat main.py, ça vous renvoie directement tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce fichier. Bien sûr, ça ne marche pas avec les dossiers, mais on va bien sûr essayer pour que vous soyez, je vais mettre batch, on est d'accord? Voilà, ça vous dira directement que batch is a directory. Donc, batch est un dossier. Batch est un dossier ou bien c'est une direction, donc ça ne pourra pas directement, on ne pourra pas lire sur tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais par contre, par cat, la commande cat est utilisée pour pouvoir lire ou bien pour pouvoir copier tout ce qui se trouve à l'intérieur d'un fichier. Je dis bien à l'intérieur d'un fichier. Alors, on va créer un autre fichier. Je vais voir si j'ai créé un fichier. Je vais mettre toujours ls pour voir si. Ok. Je vais créer un fichier TXT. Donc, je vais créer par exemple le fichier start
DA, d'accord, point TXT. Alors, j'ai créé le fichier, je vais ouvrir ce fichier-là, nano da.txt, je vais mettre de n'importe quoi dedans. On est d'accord? Je mets de n'importe quoi dedans. Je mets de n'importe quoi dedans, je l'enregistre, je quitte le terminal et puis je vais copier ce fichier-là. Je vais voir ce qui se trouve à l'intérieur de ce fichier. Donc, tout simplement là. C'est trop facile, c'est très rapide à utiliser en ligne de commande. Ouais. Au lieu de pouvoir chercher les étudiants, des éditeurs, bien sûr, qui vous permettent d'ouvrir des fichiers. Alors donc, pour passer au niveau supérieur maintenant, on a vu déjà la commande CT, la commande LS, les commandes ls-a, les commandes ls-l, display permission to file in the directory in the current working directory. Alors donc, la commande -ls-l vous permet d'afficher toutes les permissions de tous les fichiers et dossiers dans le dossier de travail actuel. Dans le dossier de travail actuel, ainsi que des informations additionnelles telles que les noms propriétaires, les groupes propriétaires de votre système. Bien sûr, on a vu la commande ls-la qui permet d'afficher tout. Alors, donc, on va maintenant passer à la commande pwd. La commande pwd, c'est une commande, voilà, vous pouvez voir directement print the working directory to the screen. Alors, ça va print working directory, c'est-à-dire affiche le dossier courant dans lequel je suis. On est d'accord? Affiche le dossier courant dans lequel je suis. Alors, donc, on va voir pwd. Il me dit le dossier courant dans lequel je suis, c'est-à-dire là où je trouve à l'instant T actuel. Là où je trouve à l'instant T actuel. Donc, si je considère que mon environnement, c'est un environnement Linux ou bien un environnement Windows, par exemple, et que je tape la commande pwd, c'est que je dirais que je suis actuellement dans ma chambre en train d'enregistrer la vidéo. D'accord, je suis actuellement dans ma chambre en train d'enregistrer la vidéo. Donc, actuellement ici, pwd vous permet d'afficher la direction actuelle, c'est-à-dire là où vous vous trouvez actuellement dans votre système de travail, là où vous travaillez actuellement. D'accord? Print work directory ou bien printing working directory. Voilà. C'est seulement ce que ça permet de faire. Alors donc, j'ai tapé tout à l'heure, je vous ai déjà montré la commande poids-mail qui retourne le nom d'utilisateur, return the username of current user. D'accord. Alors donc, j'ai montré aussi la commande cat qui vous permet display the content, qui permet d'afficher le contenu de ce fichier en question. Display the content of file, j'ai bien sûr insisté, n'affiche que le contenu des fichiers. Alors, nous allons voir maintenant la commande head. Display just the beginning of the file. By default, turn et turn bien sûr dit. Alors donc, la commande head. La commande head, c'est pour dire affiche-moi les 10 premières lignes par exemple. D'accord? Les 10 premières lignes ou bien les 5 premières lignes. Quand vous travaillez beaucoup plus dans le Jupyter ou bien dans un environnement de travail comme Jupyter Notebook, que vous affichez une data frame, la première commande qu'on vous apprend directement ou bien qu'on nous apprend directement, c'est la commande df. On apprend la commande df.head par exemple. Et donc, quand on met la commande df.head, c'est pour afficher directement les premières lignes. Et donc, ça, par défaut, il nous affiche directement les 5 premières lignes du data frame. Alors, bien sûr, vous pouvez choisir le nombre de lignes que vous voulez afficher. Donc, pour choisir le nombre de lignes, vous pouvez taper les 10 premières lignes, bien les 100 premières lignes, les 1000 premières lignes du data frame. On est d'accord? Donc, le code ici, je vais mettre directement code DATXT. On va voir. Donc, il a affiché directement les premières lignes parce que ce sont les premières lignes de mon data frame, bien sûr. Alors, donc, je vais afficher le head main.py. Il va m'afficher aussi les premières lignes de mon data frame. D'accord, ce sont les premières lignes de mon data frame. Alors, je suppose par exemple que j'ai créé un fichier et que je vais afficher plus de 10 premières lignes. D'accord, je vais afficher plus de 10 premières lignes. Alors donc, le code-n 5 update
.txt. Alors, donc, cette commande, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet ça dit tout simplement que d'afficher les 5 premières lignes. Affiche les 5 premières lignes de ce fichier en question. Donc, moi, je vais mettre head-n5, d'accord? 5 de main.py. Donc, il va m'afficher directement les 5 premières lignes du fichier main.py. Alors, import org, import login. Et bien sûr, je installe là aussi parce que j'ai sauté 2 lignes avant de commencer par écrire ceci. Donc, il va m'afficher aussi ça parce que ce sont les 5 premières lignes que j'ai demandé. Alors, si je demande les 3 premières lignes, il va m'afficher tout ça avec un espace en plus. Donc, si je demande la première ligne seulement, ça va afficher aussi la première ligne, tout simplement. Voilà. Alors, une commande aussi, on évolue toujours avec les commandes, c'est que la commande less. Let return the content of a file one page at a time. Bien sûr, en anglais, let c'est pour dire retourne le contenu de n'importe quel fichier sur une page en ce moment même. D'accord? Voilà. Alors, donc, je vais taper la commande ls, less, bien sûr, et non less main.py. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Tout, il affiche tout. Quand je tape entrée, c'est que, voilà, ça refuse de faire truc là, de revenir en arrière. Donc, ça refuse de revenir en arrière, etc. Et il faut mettre la commande, puis d'abord, il faut taper sur Q avant de quitter ce terminal, de quitter ce environnement qui plante directement. Ouais. Alors, donc, on a vu la commande ls. On va maintenant la commande tail. Tail, c'est pour dire quoi? Just display just the end of a file. C'est comme la commande head, mais seulement que head nous permet d'afficher par défaut les 10 premières lignes. D'accord? Head nous permet d'afficher les 10 premières lignes. Mais par contre, l'un est comment ça s'appelle déjà? La commande tail nous permet d'afficher les 10 dernières lignes. Les 10 dernières lignes de notre data frame. Donc, on va voir tail, les 10 dernières lignes. Tail main.py. Voilà. Les 10 dernières lignes. Bien sûr, dans notre fichier ici, ce sont les 10 dernières lignes. Les 10 premières lignes aussi. Voilà. Donc, vous pouvez voir directement manage des systèmes. On va voir maintenant comment gérer les fichiers dans le système pour donner les droits de permission, etc. Alors, la commande cp. La commande cp copie un fichier ou un dossier into new location. Ça, c'est super. Je suppose, par exemple, la commande cp. La commande cp, qu'est-ce que ça fait? Cp pour dire copie. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai un fichier, par exemple, j'ai un fichier main.py. D'accord? J'ai le fichier main.py. Dans ce fichier, il y a quelque chose qui se trouve dedans, bien sûr. Alors, donc, je veux copier l'intérieur de main.py. Je veux copier l'intérieur de main.py dans le fichier, par exemple, je vais mettre, non, sorry, je vais mettre dans le fichier pro.py. Donc, je veux copier d'abord l'intérieur de main.py c'est-à-dire le contenu de main.py, je vais le copier maintenant dans le fichier pro.py. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la commande, taper seulement la commande cp. Je mets le nom d'abord du fichier, copie, cp, main.py, et puis je mets le nom du fichier dans lequel je veux copier le contenu de main.py. Alors, donc, je vais mettre pro.py. Ah, c'est étonnant, bien sûr. Vous allez demander, mais est-ce que l'intérieur de ce fichier-là a été bien copié? L'intérieur de main.py a été bien copié dans ProPy. On va ouvrir pro.py pour voir si c'est bien copié. Alors, est-ce que c'est copié ou non? Bien sûr, c'est copié. Alors, vous allez vous demander aussi, est-ce que le fichier qui se trouve dans le contenu de main.py est bien sûr là? On va essayer de voir aussi pour voir, est-ce que c'est aussi dedans? C'est bien sûr là. Donc, on a juste créé une copie de main.py dans pro.py.
Et donc, bien sûr, on peut aussi exécuter main.py. D'accord? Je vais utiliser la commande pour pouvoir exécuter. Je mets ça, je mets ça, je mets ça, et puis je mets 2. Tout simplement. Donc, ce qui veut dire que j'ai copié le fichier dedans, tout simplement. Donc, pour copier le contenu d'un fichier dans un autre fichier, on utilise la même chose. D'accord? Alors, il peut arriver que vous ne soyez pas forcément dans le dossier. D'accord? Il peut arriver que vous ne soyez pas forcément dans le dossier. Alors, je suppose par exemple que je suis dans le dossier. Il y a quel dossier par exemple? Alors, je suppose par exemple que je suis à la racine du projet. D'accord? Je suppose que je suis à la racine du projet et de mon système. Je suis à la racine. Et que je veux copier le contenu, bien sûr, je veux copier le contenu de main.py dans, dans quel je vais mettre, je vais voir rapidement, on va voir dans quel dossier on peut copier encore. Hmm? Je suppose par exemple que je suis à la racine et que je veux copier le contenu de main.py. D'accord? Je vais copier le contenu de main.py dans le dossier, dans un fichier qui se trouve bien sûr dans le dossier et batch. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça veut dire une multitude de commandes. D'accord? Ça veut dire une multitude de commandes. Alors, la première des choses à faire, je vais d'abord dans le dossier, je fais cd, cp, le main.py. D'accord? Alors, vous allez vous demander, ça ne met pas main.py. Donc, ça veut dire que je dois me trouver dans un dossier d'abord. Donc, je mets cp, Linux. On est d'accord? Je mets main.py. D'accord? Alors, j'ai mis main.py, bien sûr. On est d'accord? J'ai mis main.py. Maintenant, je vais créer maintenant un fichier dans le dossier batch. Donc, pour faire ça, maintenant, il faut utiliser la commande EE. Donc, je mets touch, je vais mettre touch et date.py. Je mets d'abord le nom de dossier, batch, 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 slash dart.py. Donc, ça veut dire que crée-moi le fichier dart.py dans le dossier touch. D'accord? Et puis, copie-le maintenant. Et il va maintenant copier. Il va maintenant copier batch dart.py. On va voir ce que ça donne. Alors, opérando de fichier cible manquant après Linux main.py. Exactement. Exactement. Donc, ce qui veut dire que qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller à part. Donc, je me mets dans Linux d'abord. D'accord? Je me mets aussi dans batch. Alors, donc, je crée le fichier et dert.py dans batch. Alors, j'ai copié. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je remonte dans Linux. Je viens, je tape la commande cp et main.py. Main.py maintenant que je vais copier dans le fichier dart.py. Voilà. Ouais. Très simple. On peut naviguer directement dans le fichier. Alors, donc, voilà un peu les commandes, comment il faut créer. Alors, move, la commande mv. Donc, on va s'arrêter sur la commande mv. Pour ceux qui auront besoin de ce guide, je vais pousser ça directement sur GitHub et envoyer le lien de la description et envoyer le lien, bien sûr, pour accéder au GitHub, pour accéder, bien sûr, à ce guide-là dans les commentaires. Alors, donc, mv. La commande mv, ça vous permet move a file or directory to a new location. D'accord? The file is also removed from the previous. Donc, la commande mv, il y a la commande nano open and create, la commande rm, la commande rmd pour créer ou pour supprimer ou définir avec un dossier directement touch, la commande find, la commande grep, etc. Ouais?
Alors, tout ça, le reste, ce sont des commandes qui vous permettent d'avoir un droit de système pour pouvoir accéder directement à, au système de votre dossier, etc. Ouais, donc, tout ce que vous devez connaître, on a parcouru tout ça en quelques temps. Et donc, ce que je vais exhorter, c'est que euh, essayez de pratiquer, essayez de reprendre exactement la même chose, tout ce que je viens de faire, tout ce bazar-là, essayez de le faire à plusieurs reprises. Et si vous n'avez pas, s'il y a des questions, des points d'ombre, il y a des préoccupations par rapport à certaines choses, écrivez-moi en commentaire ou bien vous pouvez m'écrire directement via LinkedIn. Les liens de ma description sont dans la bio. Et vous pouvez m'écrire à n'importe quel moment, je suis capable de vous répondre. Même via WhatsApp, vous pouvez m'écrire directement, les liens sont là, vous pouvez m'écrire. Alors donc, euh, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Euh, ah, je vous remercie bien sûr d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. C'était Eric Coulommiers, Data Scientist et ingénieur Machine Learning. Et ensemble, nous allons apprendre à progresser de zéro jusqu'à Data Scientist modèle en 90 jours avec la chaîne ML Academy et la fondation ML Academy. Mais avant d'y aller plus loin, avant de terminer la vidéo, bien sûr, avant de terminer la vidéo, bien sûr, j'aimerais vous présenter le programme de la formation. J'aimerais bien sûr vous présenter le programme de la formation. Alors donc, pour le programme de la formation, comment est-ce que ça va se dérouler? Alors, la formation va se dérouler de façon stratégique. Nous aurons beaucoup plus de pratique que de théorie. D'accord? Vous aurez beaucoup plus de pratique que de théorie. Alors, voilà comment ça va se dérouler. Euh, donc, nous allons ensemble passer de la pratique, de la théorie, bien sûr, à la production. C'est-à-dire, on nous parle de production chaque jour, on lit de la production, mais comment est-ce que on peut mettre un modèle qui quitte notre notebook pour aller en production et faire permettre à la population de pouvoir l'utiliser, de pouvoir voir l'impact réel de ce que nous construisons au quotidien. Donc, c'est pour cela que ML Academy a été créé, qui est un web de formation où nous allons construire ensemble avec des parcours intensifs, des masterclass ponctués, des webinaires gratuits pour vous amener face aux défis réels de l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, le programme de la formation est déjà lancé, les préinscriptions sont déjà faites et vous n'avez que un mois, une semaine pour pouvoir le faire. Donc, alors, donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez décrire et vous pouvez découvrir le programme ici, la formation intensive de 90 jours pour passer de Python à Kubernetes. Alors, Kubernetes, bien sûr, c'est pour dire ce sont les outils qui vous permettent de pouvoir construire au quotidien. Alors, donc, nous allons construire ensemble 10 projets réels. Nous allons partir de 10 problèmes réels. Je dis bien de 10 problèmes business réels. On parle de 10 problèmes business réels et nous allons essayer de parcourir le train de vie, c'est-à-dire le cycle de vie d'un data scientist moderne, c'est-à-dire de Jupyter Notebook, de l'analyse du problème. On va analyser le problème, on va comprendre le métier, on va essayer de définir les points clés importants, on va essayer de définir les contraintes. On va passer maintenant à la pratique. Et la pratique va consister à analyser les données, faire de la visualisation, expliquant comment ça se passe, documenter notre projet. Et enfin, nous allons ensemble développer, déployer et construire un modèle. Pour chaque projet, nous allons construire un modèle pertinent, expliquer, exploiter ce modèle, déployer ce modèle en production et permettre à la population de l'utiliser. Donc, ensemble, vous allez construire des portfolios de 10 projets qui seront vraiment utiles sur vos CV. Et lors d'un entretien, vous pouvez parler de ce projet avec fierté. Alors donc, pour découvrir le programme Road to Data Scientist Modèle, voilà, vous pouvez réserver directement votre place ici. Bien sûr, l'inscription a été lancée hier. L'inscription a été lancée hier. Alors donc, l'histoire derrière l'académie, bien sûr. Pendant longtemps, j'ai vu des études parce que moi-même, j'ai été étudiant et des professionnels avec qui suivent vous suivez des centaines de tutoriels sur YouTube, etc. Mais voilà, vous vous perdez parfois. D'accord? Parce que on nous apprend plutôt à entraîner des modèles dans des jeux de notebook isolés avec des jeux de données parfaits, mais jamais on nous apprend à déployer un modèle en production. Donc, c'est pour cela que
ML Academy a été créé pour combler ce vide. Donc l'objectif n'est pas seulement de vous apprendre, mais de pouvoir bâtir une nouvelle élite, c'est-à-dire de nouvelles talents africains en intelligence artificielle, en machine learning, qui sont capables de pouvoir travailler sur des grands projets, des projets de grande envergure, et de pouvoir montrer l'impact de ce que nous créons au quotidien et dans la vie réelle. Donc, pour qui cette formation, ce programme intensif sont adressés, nous avons les étudiants en informatique, les développeurs, les data analysts, les ingénieurs, les professionnels, même